bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air pour la suite et la fin de nos bilans de la saison 2023-2024 du club de la capitale. Et après avoir fait l'état des lieux collectif du tout récent exercice avec Antoine et Théo que vous pouvez retrouver sur YouTube et les plateformes de podcast, place cette fois à la revue individuelle des acteurs de cette saison. Et pour venir disséquer un à un les joueurs du Paris Basketball, c'est Flavien qui m'accompagne. Salut Flavien. Salut Lilian, bonsoir à tous. De mémoire, tu nous disais dans notre conversation du podcast que le bilan collectif était l'épisode le plus long de l'histoire de PBOA. Est-ce que tu penses qu'on peut faire mieux ce soir? Franchement, on va voir. Il y a moyen, on fait tous les joueurs. On peut faire 2 heures. Hein. Ah oui, c'est vrai que on peut vite digresser. Donc voilà, vous l'aurez compris, on va revenir sur chaque performance des joueurs du Paris Basketball un à un. Voilà, on va pas faire du poste par poste, mais voilà, on a concocté des petits groupes de joueurs que vous comprendrez assez rapidement. Donc voilà, mais avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, on va juste rappeler un petit peu le contexte de l'effectif parisien à ses débuts l'été dernier. Il y a eu un changement drastique de chapitre, on peut le dire, exit Will Wheeler, pardon. C'était place à l'effectif de Tuoma Cisalo. Alors, l'été dernier, Nadir Ifi avait été signé très tôt par le club de la capitale. C'était la première signature phare. Et ensuite, on savait rapidement que Tuoma Cisalo, l'entraîneur de Beaune, allait venir à Paris, mais il avait fallu attendre que la saison du club allemand soit terminée pour qu'il y ait ensuite que tous les dominos tombent. D'abord, le coach parisien et ensuite tous les nouveaux arrivants qui sont venus, qui ont suivi le coach finlandais de Beaune. Il y en a eu 6 au total. Évidemment, TJ Shorts, le MVP de la saison régulière d'Euroleague, MVP d'Eurocup, qui lui aura été la dernière signature quasiment du Paris Basketball, mais auront suivi également de Beaune Leon Kratzer, Michael Kessens, Tyson Warren, Colin Malcolm et Sébastien Herrera. On aura aussi eu Michael Yantunen, Ban Jassi et Enzo Charvin. Je crois que je n'oublie personne au niveau du rayon des arrivées à Paris cet été. Et les seuls joueurs, les seuls, on va dire, rescapés de l'effectif parisien de la saison précédente étaient bien Gauthier Denis, Mohamed Diawara. Je crois que je ne fais pas d'oubli, Flavien. Non, de tête là, pas d'oubli. Pas d'oublier. Donc voilà, on peut un petit peu en parler avant de passer sur chaque joueur, Flavien. On avait quand même pas mal de doutes pendant la pré-saison, au début de la saison, sur cet effectif, sur la qualité des joueurs, on va dire autres que Shorts, parce qu'on savait que il avait été élu MVP du championnat allemand de la saison régulière, MVP de la BCL, donc on n'avait pas vraiment de crainte sur son niveau, c'était plus sur la qualité des joueurs, des autres joueurs de Beaune qui allaient suivre. Également un petit peu sur la défense, notamment avec un duo Shorts Nadirifi à la main, on pouvait avoir des doutes, mais au final, ils ont rapidement été effacés par la saison qu'ils nous ont livrée tout simplement. Ouais, carrément. Et puis tu as humoristiquement, les gens appelaient ce Paris Basketball le Paris Basketball. Et en fait, tu dis qu'on a eu des questions en début de saison. Moi, je pense qu'il y a déjà les questions du fait qu'on ne pouvait pas vraiment voir cette équipe en pré-saison. C'est une équipe qui a travaillé un peu dans l'ombre, avec des méthodes qu'on ne connaissait pas à Paris, qu'on connaissait même très peu en France, et qui arrivait avec un socle très solide, avec un coach et son staff, avec 6 joueurs qui étaient donc du projet précédent en Allemagne, qui suivaient le coach pour vraiment relancer à peu près la même tambouille à Paris. Et pour moi, les questions qui étaient les plus importantes à l'époque, je me souviens, c'était est-ce que euh, le coach va réussir à intégrer tous les joueurs qui n'étaient pas dans le système et à les faire rentrer dans son système, et est-ce que vraiment la sauce prenne. Et visiblement, ça l'a été parce que tu as fait une finale de Betclic Elite et que tu as remporté la Leaders Cup et l'Eurocup. Tu as fait une saison largement au-dessus des espérances parisiennes, je pense même des dirigeants. Tu as rempli l'objectif de l'Eurocup, tu as été un peu chamaillé au Monaco, tu as fait une largement meilleure saison que l'Asvel en les battant en playoff. Donc toutes les questions qu'on avait un peu individuelles sur qui va rentrer et comment va rentrer tel joueur dans le, dans le système ont été balayées assez rapidement. Et bah oui, tu as des joueurs qui ont pris des responsabilités. On va en parler dans cet épisode au fur et à mesure. Mais globalement, si on doit donner un mot, je pense qu'il n'y a pas forcément de raté dans le recrutement parisien de toute la saison. Mais ça, on y reviendra petit à petit.
Ouais, c'est vrai, pour revenir sur ce que tu disais sur c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment de visibilité sur cette équipe. Il y a eu un stage d'une dizaine de jours en Finlande. Donc forcément, là, on n'avait pas de regard. Et puis, bon, Tuomas Masizalo, là, on rappelle des choses que sûrement les auditeurs savent, mais a vraiment un petit peu tout changé à Paris, a un petit peu révolutionné, est venu avec ses méthodes, que ce soit sur le terrain ou même un petit peu en dehors, au niveau du fonctionnement qu'il voulait pour son équipe et autour de son équipe, tout ce qui pouvait graviter. Il y avait par exemple un exemple au One Ball, il est arrivé, il a mis des bâches noires sur toutes les vitres et on pouvait par exemple pas voir les entraînements pour que vraiment les joueurs soient un petit peu dans un cocon, dans une bulle. Donc voilà, ça illustre un petit peu les méthodes Thomas Cisalo et le fait qu'on avait assez peu d'informations en plus de ne pas forcément avoir beaucoup de connaissances sur les joueurs qui sont venus notamment de Beaune, parce qu'on suivait pas forcément de près cette équipe et la Ligue des Champions à cette époque-là. Donc voilà, on avait assez peu d'informations. Peut-être que les suiveurs comment dire, les suiveurs européens affûtés n'avaient peut-être pas beaucoup de crainte, mais nous, on en avait un petit peu plus. Et comme tu le disais aussi sur le fait que bah, les autres joueurs, Nadir Rifi et ceux qui restaient de l'effectif, ou encore Banjassi, est-ce qu'ils allaient s'intégrer à sa méthode? C'était aussi une de nos nombreuses questions. On peut dire que au-delà, tu disais, voilà, quasiment pas de ratés dans cette équipe et surtout beaucoup de joueurs ont grandement augmenté leur cote après cette saison avec Paris. On verra où les joueurs qui partiront finiront, mais je pense qu'ils iront tous dans des équipes avec un beau standing et également pour eux certainement un joli contrat à la clé. Allons-y, rentrons dans le vif du sujet, Flavien, si tu le veux bien. Alors le premier groupe qu'on a choisi, ce sont les joueurs majeurs de cette équipe et forcément, quand on parle de joueurs majeurs, on va parler de deux joueurs, TJ Shorts, Nadir Rifi, un duo que je le disais, je l'ai un petit peu mentionné, qu'on pensait pas forcément complémentaires sur le papier, deux joueurs de petite taille, pas forcément réputés pour leur défense. En tout cas, c'est un a priori qu'on avait peut-être en début de saison. Et au final, bah, ça a été le duo qui a porté Paris toute la saison. Commençons d'abord bah, par TJ Shorts, MVP de la saison régulière de Betclic Elite, MVP de l'Eurocup, MVP de la Leaders Cup. Encore une fois, le meneur américain fait une saison royale en changeant de compétition européenne par exemple, mais en changeant pas son niveau de jeu, même en l'augmentant. Qu'est-ce qui toi t'a frappé le plus dans la saison de TJ Short? J'en ai un argument, on verra si on a le même. Mais toi, voilà, comment tu qualifierais la saison de TJ Short? Qu'est-ce qui toi t'a le plus impressionné de sa part? Qu'est-ce qui m'a le plus impressionné de sa part c'est sa régularité et surtout comment dire, l'envie de gagner. On est d'accord. C'est un garçon qui, sur le papier, n'est pas le capitaine, mais à mon sens, était vraiment le capitaine du Paris Basketball sur la saison. De par comment il parle aux coéquipiers, enfin, il parle beaucoup dans l'équipe, et parce qu'il est capable de faire et de montrer comme exemple, tout simplement. Tu as cité son palmarès sur la saison. La saison du Paris Basketball est en grande partie réussie parce que lui, il est à ce niveau-là. Aussi parce qu'il est mis dans les conditions qu'il faut par son coach pour rayonner aussi bah, autant. Quand tu vois la saison, enfin, tous les, tous les matchs, je pense que tu peux faire largement un top 10, un top 20 des meilleures prestations de TJ Short. C'est peut-être c'est peut-être les 20 meilleurs de l'histoire du Paris Basketball. Tu en as quelques-unes de Nadir Rifi, mais je suis pas sûr qu'on ait vu des performances aussi régulières à ce niveau-là sur une saison, quel que soit le niveau auquel on a pu voir des gens passer par le Paris Basketball. TJ, il est fort scoreur, il est super fort à la passe. En fait, il est rayonnant partout. Je me demande même en fait ce qu'il fait de pas bien. Parce que même sur le shoot à 3 points, il a des pourcentages qui sont pas très élevés, mais il met des tirs importants. Et il sanctionne, en fait, c'est souvent, il sanctionne quand la défense le prenait vraiment. Voilà, va reculer de 2-3 mètres pour le laisser shooter, pour pas respecter son tir. Bah, il y a des matchs où bah, il t'en tombe 2-3, et bon, bah là, s'il est capable de faire ça, la défense va essayer de s'adapter. Et lui, par contre, quand il a envie de rentrer sur son jeu mi-distance, il fait ce qu'il veut. Moi, ce qui m'a choqué aussi, c'est que j'avais vu du coup quelques matchs de Bone
de la fin de saison dernière, avant les arrivées à Paris pour voir un peu bah, voilà, comment ça jouait. J'ai vraiment eu l'impression très rapidement que c'était le même joueur dans les mêmes conditions et qui faisait absolument ce qu'il voulait et s'il avait envie, il marquait. S'il avait envie, son coéquipier marquait. Et c'est globalement ce qu'on a vu sur toute la saison. Ce sont Betclic Elite, où bah, quand même Paris sort la meilleure saison de son histoire, 27 victoires, et tu allais concurrencer Monaco, tu fais deuxième de Pro A, c'est pas négligeable, et je pense qu'il est le principal artisan. Et tu fais Eurocup, victoire d'Eurocup en ayant perdu un match en, sur toute la compétition. Tu vas chercher la Leaders Cup alors qu'il fait une grosse demi-finale contre Monaco. Franchement, il a une saison, bon, pas forcément tous les mots pour qualifier vraiment tout ce qu'on a vu de TJ Short cette année, qui a été juste impressionnant. Et t'es pas sûr de revoir une saison de ce niveau-là à Paris tout de suite. Ouais, j'ai pas cité ses stats, mais pourtant elles seront aussi éloquentes. 16,3 points, 3,3 rebonds, 6,6 passes décisives, 48% au tir. Le tout avec seulement 1,7 ballons perdus par match. C'était aussi une des statistiques très impressionnantes chez TJ Short. Et tu parlais comment il a pu marquer l'histoire du Paris Basketball statistiquement. Et ben, il détient désormais la co-meilleure évaluation de l'histoire du club avec 36. Il est le deuxième meilleur marqueur de l'histoire du club sur un match avec 34 points devant, c'était Nadir Hiffi. Et il a, alors au niveau des passes décisives, dans le top 10 des meilleures performances de l'histoire à la passe sur un match, il complète, il apparaît au moins 6 fois avec notamment 2 fois où il a fait 13 passes décisives en championnat de France. Donc voilà, ça illustre à quel point TJ Short a rayonné. Et moi aussi, c'est ce que j'aurais mis en avant, c'est sa régularité parce que j'ai rarement vu un joueur passer aussi peu au travers de rencontres tout au long d'une saison, mis à part les matchs contre Monaco, où on va dire, allez, sur les... Paris a joué 6 Les, matchs les contre deux, Monaco au total. ouais, je dirais les deux derniers, vraiment, il est 7 passé vraiment à matchs. côté. 7 7 matchs, ouais. matchs. Il avait été un peu en difficulté en saison régulière. On a juste senti contre Monaco, voilà, une équipe niveau Euroleague, que là, il y a encore une étape à franchir pour TJ Shorts. Mais sur tout le reste, sur l'Eurocup, la Leaders Cup, même les playoffs contre, on a pu jouer l'Asvel, il a été au niveau toujours en réussissant à tous les matchs à contribuer, que ce soit au scoring, à la passe, en provoquant des fautes. Il n'est jamais quasiment passé à côté d'une rencontre. Et c'est ça qui est très impressionnant. Il illustrait vraiment cette intensité totale de Paris. C'est-à-dire que même lui ne passait jamais au travers d'une rencontre, comme Paris était toujours présent ou presque au niveau de l'intensité. Et c'est ça qui était vraiment, moi je trouve, impressionnant avec TJ Short, un joueur auquel on demande beaucoup offensivement et qui des fois, bah, t'aurais pu te dire que forcément, bah, c'est presque humain, qu'il aurait pu passer à côté de certaines rencontres et non, parce qu'il était un remarquable shooter à 2 points, près du cercle, à mi-distance. Franchement, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi efficace pour sa taille en plus. TJ Short, il fait même pas 1m75, hein, donc vraiment, c'est très impressionnant. Il lui profite, enfin, au détriment de sa petite taille, il a une rapidité d'exécution, il a une maîtrise de son défenseur aussi qui est assez impressionnante. On a, c'est pas forcément un passeur de génie, mais c'est un merveilleux distributeur parce qu'il perd quasiment pas un ballon par match, donc il donne pas d'opportunité adverse. Vraiment et c'est à la fois encourageant et c'est en même temps un axe de progression très ciblé pour lui. C'est vraiment le tir extérieur. C'est ce qui fera la bascule dans sa carrière, Flavien, pour aller au niveau supérieur qui est l'Euroleague. Oui, 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 carrément. Parce que bah, tu le vois, dès que les équipes veulent s'adapter, tu vas l'attendre tu vas l'attendre sur cet exercice-là. Et aujourd'hui, même si j'ai dit il est capable d'en mettre, bah, il répond pas encore suffisamment présent pour le remplir avec efficacité et être vraiment dangereux. À partir du moment où il aura le tir à 3 points et qui sera ne serait-ce que correct, euh, il aura toujours l'avantage sur le drive. Donc bah et quand il a l'avantage sur le drive, on l'a vu toute la saison, il est capable de scorer, il est capable de faire une passe décisive, il est capable
de renverser pour que l'avantage soit pris par un coéquipier. Bref, il y a toujours quelque chose qui se crée quand il arrive à driver. Et aujourd'hui, quand un défenseur décide de le laisser ouvert à 3 points et qu'il ne met pas dedans, tu sens vraiment qu'il y a une différence dans son match parce qu'il il est, c'est très difficile de prendre de vitesse à un défenseur si tu pars avec, si tu dois déjà rattraper 2 mètres, si le défenseur a déjà fait un écart conséquent en défense. Donc là-dessus, c'est sûr que le tir à 3 points, c'est ce qui va le faire passer d'un joueur potentiellement Euroleague à encarté Euroleague qui va valoir quelques bons billets par saison pour s'attacher ses services. Aujourd'hui, il y a cet aspect-là. Je reviens un petit peu sur les points qu'on n'a pas forcément cités, mais forcément, pour faire une saison complète comme il l'a fait, il n'a pas été blessé. Et ça, c'est Mm. l'avantage que Paris a eu, c'est qu'il y a eu très peu de blessures individuellement. Et lui, là, physiquement aussi, pour sa taille, le nombre de minutes qu'il a joué, le nombre de ballons qu'on lui donne, parce que c'est un joueur qui a beaucoup la balle en main à tous les matchs, honnêtement, l'efficacité qu'il a par rapport à tout ça, par rapport à la fatigue qu'il accumule jour après jour, match après match, il a été capable vraiment d'être lucide sur des aspects auxquels tu te dis bon, mais il y a bien un moment où ça va craquer, tu sais, il y a bien un moment où ça va craquer. Non, là, tu es sur un genre d'exception qui a été capable, depuis le premier jour jusqu'au dernier match, quasiment, à être efficace sur ce qui fait sa force. Ça aurait été impressionnant d'avoir en Europe sa stat à l'usage. C'est la Voilà, c'est statistique pour ça qui que compte. je parlais de ça. Ouais, voilà, ça aurait été, je pense que à la fois son scoring, sa distribution, ses fautes provoquées, les lancers francs, je pense que ça aurait été dingue. Ça aurait sûrement été autour des 25-30%, ce qui est énorme, surtout en Europe. Voilà, dernier petit mot aussi, on avait des craintes sur sa défense et au final, ça n'a pas du tout été une faiblesse pour Paris. Il a été, allez, on va dire qu'il était neutre, parfois même peut-être pas positif non plus, mais j'étais impressionné par son intensité, par également ses lectures. Il a été aidé de un par son intensité qu'il met. Il ne rechigne pas dans les efforts, même si on le dit, il est énormément utilisé en attaque, et de par également le système Thomas Cisalo qui fait que il y avait une intensité de toute l'équipe, et je pense que ça gomme un peu les certaines lacunes que peuvent avoir individuellement les joueurs. Et je pense qu'on peut tout doucement glisser vers Nadir Rifi parce que c'était également une des craintes qu'on avait, surtout dans la complémentarité qu'il pouvait avoir avec TJ Shorts, et pas du tout. Et également au niveau offensif, je pense que au final, on a découvert, je trouve, une merveilleuse complémentarité entre les deux parce que TJ Shorts avait le penchant de la régularité, de la constance, et Nadir Rifi, lui, celui du caractère décisif, clutch, qui est un peu l'étincelle de Paris, pas Factor X parce que c'était un des joueurs majeurs, mais qui voilà peut faire basculer une rencontre. Je te laisse enchaîner là-dessus. Au final, on avait peur de la complémentarité de ce duo. Je ne vais pas dire qu'elle a été parfaite, mais ça a été voilà, l'un des éléments forts de la saison de Paris. Moi, si tu vois, je reviens tout début de saison, c'est la question numéro un. Comment Thomas Cisalo va faire en sorte que TJ Shorts et Nadir Rifif puissent vivre ensemble sur un terrain? Il y avait trop de questions. Parce que TJ Shorts fait 1m75, Nadir Rifif fait 1m84, c'est des plutôt petits meneurs, on va dire. Et les associer ensemble, tu sais qu'offensivement, en tout cas, tu te dis qu'offensivement, il y a la place pour que les deux puissent vivre ensemble. Et encore que Nadirifi sort d'une saison exceptionnelle avec le Portel où il a tous les ballons dans la main. Donc pour Nadirifi, c'est un énorme challenge en réalité de venir à Paris, euh, tout en sachant il atterrit dans le groupe de Thomas Cisalo, qui vient de gagner plein de trophées, et dans le groupe du MVP du championnat allemand et de la BCL, qui est aussi sur son poste. Je trouve que c'était assez compliqué pour Nadir de rentrer dans cette équipe-là. Et on le voit en début de saison. Nadir joue pas les moments forts en fin de match. Il les donne plutôt à TJ Shorts. Il les donne plutôt à Tyson Ward, à Colin Malcolm. Et au fur et à mesure de la saison, tout simplement, Thomas Cisalo a compris que Nadir Effi était peut-être son meilleur attaquant,
en tout cas peut-être le plus doué techniquement de tous ceux qui étaient dans l'effectif du Paris Basketball. Et au fur et à mesure, Nadir a eu des ballons dans les moments chauds, a eu plus de ballons tout court même, et a scoré vraiment, commencé à vraiment scorer avec efficacité. Dans les moments chauds, tu lui donnes la balle, il marque. Euh, c'est un garçon qui te fait gagner, qui te fait basculer énormément de rencontres. Et au fur et à mesure de la saison, moi j'ai trouvé que l'entente offensive entre Shorts et Nadir collait de mieux en mieux. Et défensivement, le fait que Thomas Isalo donnait des petites séquences de jeu par joueur, ça donne que ton joueur met beaucoup d'intensité sur peu de temps, donc en fait il est rarement battu parce que il met toute l'énergie nécessaire pour gêner l'attaquant adverse. Tu me demandes si tu as un joueur qui joue 10 minutes de rang, comme c'était le cas si c'est le cas pour les deux la saison prochaine, si on change de système, est-ce que c'est pareil défensivement? Est-ce que tu as le même impact? Est-ce que tu as la même rentabilité? Je suis vraiment pas sûr du tout, au contraire. En tout cas, cette saison, Nadir a pris vraiment de plus en plus d'ampleur. Ça le frustrait de pas jouer les Money Time. Par contre, quand tu lui donnais les ballons, il te l'a rendu. Il t'a rendu il te fait gagner contre l'Asvel à la maison là, en décembre. Il a des shoots. En fait, il a des shoots dont tu vas te rappeler après cette saison en te disant mais comment il est capable de rentrer ça. Euh, à eux deux, je pense que l'usage dont on parlait tout à l'heure est relativement énorme. Et à force de voir les perfs de Nadir, qui a quand même été All-Star aussi cette année, qui a eu des Top 3 vrais candidats au coachs. MVP. Et puis, pardon, oui, 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 candidat au MVP, troisième, en gros, on va dire, troisième meilleur joueur du championnat cette année, derrière Mike James et TJ Shorts. Honnêtement, et en plus, ce que j'aime bien avec ce trophée-là, c'est que c'est les joueurs qui votent. Donc, c'est les joueurs qui votent pour élire le top 3 au MVP. S'ils ont mis Nadir, c'est pas pour rien. C'est parce que vraiment, t'as un garçon qui, même s'il est jeune, est capable déjà de faire de grandes choses dans le championnat de France, qui a connu ses premières sélections en bleu, qui va être partenaire pour les Jeux Olympiques pour l'équipe de France. Il a passé tellement de paliers cette année, et c'est grâce à sa saison formidable, que ce soit en Europe ou en France, il a été capable de hausser son niveau de jeu. Je pense que sa saison cette année, elle est même encore plus forte que la saison précédente, alors qu'il y avait des grosses perfs en Pro A. Là, vraiment, il y avait des moments où il passait complètement à côté. Par contre, quand il est dedans, tu peux vraiment pas l'arrêter. Il rend des choses assez exceptionnelles. Ouais, c'est le joueur pour lequel peut-être on avait plus de crainte dans ce qu'on parlait par rapport au fait que les joueurs adhèrent en tout cas les nouveaux joueurs qui ne connaissaient pas Thiago Cicero adhèrent à son système. On a rapidement vu, voilà, il y a eu quelques semaines difficiles en début de saison, mais après, que ce soit au niveau de l'implication défensive, au fur et à mesure de son rôle dans l'attaque de Paris, voilà, à avoir au fur et à mesure de la saison, tu le disais, de plus en plus de responsabilités dans les fins de match. Et il l'a montré tout simplement là sur les dernières semaines en playoff, voilà qu'on pouvait compter sur lui, mais il l'a fait à partir du moment où il a pris comment dire, qui s'est bien adapté au système de Tuomo Masisalo. Il a complètement surfé sur les fins de match de Paris. Je vais même pas toutes les citer parce que là, je les ai pas forcément toutes en tête, mais il y a une paire de fins de match où il a été vraiment complètement décisif pour Paris. Alors voilà, il y a eu ces choses à améliorer, c'est un petit peu plus de régularité tout au long d'un match. Il pouvait parfois être un petit peu absent pendant trois quarts temps et se réveiller à la fin. Mais voilà, ce sera pour lui une des marges de progression. On avait des inquiétudes pour lui quand même parce que lui qui sortait d'années au Portel où il jouait 30 minutes par match, où il avait tous les ballons, il a réussi à s'adapter, à jouer avec un autre joueur très fort à ses côtés. Et c'est que positif pour lui là. Pour la marche à suivre après, ce sera d'avoir des joueurs d'évoluer encore avec des joueurs de plus gros calibre et de s'adapter, de prendre des shoots un peu moins compliqués, parce que là on va pas dire que la sélection de tir de Nadir Rifi, ce ne sont quasiment que des tirs difficiles. Donc c'est là où c'est encore plus remarquable. C'est pourcentage au tir, il tire à 46% au global cette saison, 37% à 3 points. Franchement, avec la tête des tirs de Nadir Rifi, c'est franchement des très bons pourcentages. On peut le tirer, il termine la saison au final avec 15 points de inscrits par match en moyenne. Donc c'est vraiment remarquable pour le coup.
pour le coup, pas grand-chose à rajouter sur Nadir Effi. On va pouvoir passer au reste. Il va falloir accélérer un petit peu parce que là, 25 minutes, on a fait que deux joueurs. On est parti pour faire l'épisode le plus On a, long on a prévu, on a prévu Théo on Antoine dans a- le rétroviseur. Voilà. Mais là, on va peut-être essayer d'accélérer. Pourquoi pas en faisant des mini-groupes au sein des groupes. On va parler de d'autres joueurs venus de Beaune. Là, on va tous les citer. Deux joueurs qu'on va regrouper ensemble, c'est les deux ailiers fondamentaux de cette équipe cette saison, Tyson Ward, Colin Malcolm. On peut en parler ensemble parce que c'est des joueurs qui, alors, ne font pas tout à fait les mêmes choses sur un parquet, mais quand même se ressemblent dans leur profil malgré tout. Euh, des joueurs vraiment presque ultimes de complément, même si c'est presque un petit peu dégradant de les qualifier comme ça, tellement ils ont apporté à l'équipe cette saison. On peut vraiment dire que c'était les troisième et quatrième meilleurs joueurs de l'équipe cette année. À vous de les placer un petit peu dans l'ordre que vous voulez. On va pas forcément le faire. On va d'abord peut-être parler de Tyson Ward, le défenseur tout-terrain, celui, voilà, c'était vraiment un petit peu l'homme à tout faire de Paris sur l'aspect défensif, Flavien, euh, qui prenait quasiment toujours à chaque fois le meilleur joueur adverse. Qu'est-ce que toi tu en pensais de la saison de Tyson Ward, qui vraiment, moi j'étais, on va dire j'étais un peu fan. Hein. C'était, en tout cas, vraiment sur le début de saison, c'était un peu mon joueur coup de cœur de Paris de cet effectif cette année. Ouais, bah, justement, tu parles de début de saison, parce que moi je pense que c'est hyper intéressant qu'on coupe sa saison, parce que j'ai trouvé vraiment peut-être la dernière partie, peut-être vu un joueur un peu plus fatigué et moins dedans, en tout cas en attaque. Mais alors, le début de saison, euh, c'était affolant. Il a eu un niveau de jeu délirant, parce que totalement frais, totalement très bien préparé physiquement, et quand tu les as vus entrer, cette équipe, dans la saison, euh, beaucoup ont le match contre Le Mans, le match contre Dijon en tête, à la Carpentier, où vraiment c'est des boucheries. Euh, Tyson Ward, il évolue à un niveau tellement énorme. Tu l'as dit, c'est le défenseur numéro un sur le porteur de balle adverse, sur le meilleur attaquant. Il a fait ça toute la saison, il l'a très bien fait tout le temps, c'est un défenseur fabuleux. Et en attaque, il a un tir qui est vraiment propre. Pas forcément tout le temps régulier. Il y a vraiment des matchs où tu te dis, oula, lui, il va pas vraiment marquer ce soir. Il est pas dedans. Par contre, il y a des matchs où tu le sens tout de suite. Il en met un, il en met deux. Il arrive à chauffer assez vite. Et Tyson Ward était vraiment un des éléments. Ouais, il a quand même été All-Star. C'est preuve aussi de son début de saison qui était vraiment excellent et qui a été récompensé par cette sélection All-Star Game. Mais t'as eu un joueur qui fait vraiment partie du ciment de cette équipe, qui te permet aussi d'adapter ta défense pour que TJ Shorts soit moins ciblé aussi sur cet aspect-là. Euh, il a, honnêtement, sa saison, il y a quasiment rien à jeter. Je dirais quand même que la fin est plus difficile, parce que je pense qu'il physiquement, il était un peu moins bien. Euh, mais c'est un joueur, encore une fois, qui ne se blesse pas, qui joue beaucoup, qui a de l'efficacité au tir et à 3 points, qui est un peu dans toutes les stats possibles. Enfin, il était un peu partout, et c'était un peu c'est un peu là où je voulais finir mon argumentaire. C'est qu'on a eu l'impression d'un joueur qui était partout sans pour autant être la première option. Et il a été vraiment une des clés de la saison réussie de Paris. Oui, parce qu'au final, voilà, j'ai un peu parlé d'une hiérarchie top 3, 4 meilleur joueur de l'équipe avec Colin Malcolm parce que ça se voit pas, enfin, ça se voyait pas forcément sur le terrain, mais quand même au niveau des statistiques de l'équipe, troisième meilleur marqueur avec 10,8 points, troisième meilleur rebondeur, deuxième meilleur intercepteur. Donc voilà, aussi dans les chiffres, même si on s'en rendait peut-être pas forcément compte derrière notre écran, il avait cet impact parce que il a un moteur énorme et ça se voit dans tout. Je pense que cet homme vit à 200% chaque instant de sa vie parce que quand vous le voyez à l'échauffement, quand vous voyez les échauffements qu'il pouvait faire avec Paris, alors chaque joueur voilà avait et les joueurs parisiens mettent beaucoup d'intensité dès l'échauffement, mais alors Tyson Ward dans le genre je cours partout pour aller à n'importe quel endroit du terrain, pour rentrer au vestiaire, pour
pour faire des mini-jeux à l'échauffement, et ben c'est voilà, à la fois quand ça a compté, quand le buzzer retentissait, il était là, mais aussi en dehors, il avait l'air d'un energizer assez fou. Et ouais, je vais pas rajouter beaucoup plus que tout ce que tu as souligné. Il était aussi dans les candidats aux meilleurs défenseurs de la saison en Betclic Elite. Et je pense que, comme tu le disais, c'est un joueur qui évolue avec un gros moteur et certainement qu'en en fin de saison, quand tu as joué plus de, je sais plus combien de matchs, Paris doit en avoir joué plus de 50, 60 peut-être. Forcément, ça commence à tousser, surtout quand en plus, tu joues des équipes, Lasvel, Monaco, qui sont le gratin de ton championnat, donc ça demande encore plus d'énergie. Donc voilà pour la saison de Tyson Ward. Et juste pour ajouter, je pense qu'il va être bien récompensé financièrement prochainement, vu qu'il touchait que 150 000 euros par an cette année, Hmm. et qu'il a déjà d'une offre de Milan. À mon avis, le compte en banque va être aussi heureux que Tyson après cette saison. Oui, comme on le disait, hein, vraiment tous les joueurs quasiment qu'on va citer, ils vont augmenter leur contrat, leur salaire, parce que tous ont fait une excellente saison. On parle de lui notamment, voilà, à Milan. On verra où il finira. Je pense qu'il y a des grandes chances qu'il finisse en Euroleague. On verra où, à Paris ou pas. Parlons de son compère, Colin Malcolm, un petit peu, voilà, dans le même profil au niveau de son impact qu'il avait dans le jeu, mais quand même quelques différences. Un défenseur un petit peu plus, on va dire, off-ball, un peu plus costaud, un meilleur driver que Tyson Ward. Alors lui, il a été un petit peu plus embêté par les blessures, notamment là, sur cette fin de saison. Mais pareil, Colin Malcolm, ça a été du tout bon avec Paris, Flavien, un petit peu voilà, dans les mêmes sphères que Tyson Ward, avec un rôle voilà, légèrement différent. Ouais, un rôle légèrement différent, mais une complémentarité entre les deux et une interchangeabilité qui est assez infine, et tu peux vraiment switcher les deux assez facilement de rôle. Mais Colin, moi, c'est presque la très bonne surprise un peu des arrivées de Bone, euh, parce que je m'attendais pas à ce que les deux ailiers fonctionnent autant ensemble aussi bien. Euh, Ils se sont pas marchés dessus du tout. Il y avait vraiment cette impression ça faisait 20 ans qu'ils jouent au basket ensemble et qu'ils se comprenaient parfaitement. Et Colin Malcolm a eu des matchs où c'était lui le patron, où c'est lui qui met l'intensité, qui remet l'équipe dans le match au moment où ça va peut-être pas. Parce que il prenait des coups de chaud. Euh, et c'est un garçon qui devrait probablement quand même travailler un peu plus sur le tir à 3 points, parce que c'est là où je pense que son efficacité est à développer, pour qu'il soit encore plus dangereux. Mais on a un profil assez similaire en fait à Tyson, tu l'as dit. C'est un joueur plus costaud, qui met un peu moins de shoot, mais dans la globalité, tu as deux joueurs qui sont vraiment qui étaient vraiment parfaits en fait pour le système. Et même avec, il se rapproche un peu plus du profil de Justin Simon. Je dirais même qu'en fait, il est à mi-chemin entre ce qu'est Tyson Ward et ce qu'est Justin Simon, avec un peu plus de tir que Justin, avec un peu plus de physique que l'ami Tyson Ward. Et vrai coup de cœur pour Colin Malcolm cette saison, qui a aussi été l'un des ciments, l'un des joueurs impactants pour Paris. Voilà, on a chacun nos coups de cœur sur les ailes. Mais c'est vrai, j'aime beaucoup la comparaison que tu fais un petit peu, un Colin Malcolm entre un Tyson Ward et un Justin Simon au niveau du jeu. Je trouve que ça colle pas mal, pardon. Pour un peu illustrer ce que tu disais sur le tir à 3 points, Tyson Ward qui en championnat de France tournait à 36%, alors que Colin Malcolm, voilà, était plutôt autour des 30%. Il a une pointe vers 35% en Eurocup. Et parce que Paris a vraiment roulé sur la compétition aussi en EC. Donc voilà. Passons désormais à Sébastien Herrera. Euh, que penser de sa saison? Moi, j'ai illustré en disant irrégulier au début, puis ensuite diablement intéressant pour Paris, notamment pour apporter du tir extérieur que Paris a parfois manqué alors qu'il tirait beaucoup derrière l'arc. Là, on avait vraiment un vrai shooter d'élite, on peut le dire. Et alors, il a eu une blessure qui a donné ainsi la venue de Justin Simon. On en parlera plus tard. Mais peut-être, je te fais embrayer là-dessus. Le petit regret qu'on peut avoir, c'est qu'il n'ait pas pu porter la balle un peu plus quand le niveau jeu s'est levé.
notamment en play-off, que ce soit en Eurocup ou en championnat de France. Ouais, en fait, je t'entendais parler, moi je suis peut-être un peu plus dur avec lui sur sa saison. Mais je me demande si c'est pas aussi ce que j'ai vu en playoff qui m'a comment Forcément, on a dire, un peu un biais de récence là pour le coup. voilà, peut-être refroidi, mais alors sa saison, bah, il a eu un gros stop en début de saison là, quand il s'est blessé et qu'il a eu un mois ou deux, je crois, d'absence, Hmm. 2 mois. Euh, Blessure à la main en plus pour un shooter, Voilà, c'est pas évident. mais finalement quand il revient, tu sens que la main est revenue, il y a pas de souci. Euh, je sais pas, j'ai pas trouvé sa saison parfaite, euh, parce que parce que j'en attendais plus sur le tir à 3 points. Et bah tu le dis sur porter la balle, il l'a fait beaucoup moins. Il le faisait beaucoup en début de saison. Et en fait, je pense que quand il s'est blessé et qu'il revient, les moments où lui il avait la balle dans la main étaient plus adressés à lui, mais plutôt à Nadir, plutôt à Tyson Ward. Ils avaient été redistribués et finalement, je ne sais pas s'il a vraiment finalement totalement retrouvé sa place en attaque. Euh, et j'ai toujours du mal avec ce shooter qui shoot avec une courbe hyper basse. C'est très étrange C'est pour un très shooter plat. de. Ouais, et même enfin, pour un shooter de haut niveau, c'est très bizarre quand même comme mécanique de devoir de shooter aussi plat, alors que bon, bah, c'est des maths, hein, c'est des sciences, c'est de la science, mais bon, bah, s'il y a plus de courbes, il y a plus de chances que ça rentre. Très bizarre. Mais dans la globalité, voilà, tu sens quand même il y a un joueur qui avait la pleine confiance de la part de son coach. Il s'intègre parfaitement dans le système, ça, il n'y a pas de souci. Mais je sais pas si, quand il était sur le terrain, des profils auraient besoin de moins de ballons et qui seraient plus sur du catch and shoot comme lui peut l'être, mais avec plus d'efficacité. Je sais pas si ça aurait été plus adéquat dans cet effectif parce que bah, le ballon tournait beaucoup autour des deux mêmes attaquants, comme on a cité tout à l'heure. En tout cas, même si je suis un peu dur, on a quand même une saison de Sébastien Herrera qui t'a permis de trouver du shoot là où tu n'en as pas eu totalement sur la saison, parce que c'était pas non plus ta grande force. Et lui, sur certains moments importants, surtout Cholet, en playoff, où il pète les plombs et qui te met 26 points, bah, il t'a permis de gagner un match c'était c'était le match 3 je crois. Peut-être c'était le match 1. Mais bref, en tout cas, il a eu une grosse série de playoffs contre Cholet. Et c'est peut-être plus ce genre de joueur que j'attends, vraiment sur du scoring, sur du catch and shoot, que vraiment à monter la balle. Parce que s'il reste dans l'effectif pour l'Euroleague, il ne montera jamais la balle. Il va falloir qu'il trouve un moyen d'être impactant et productif avec le Paris Basketball ou une autre équipe. Ouais, on est peut-être un petit peu dur avec lui parce que quand même 36% en Betclic Elite avec plus de 4 tentatives par match. Il monte même à 44% en Eurocup. Mais je te rejoins, c'est vrai que le sentiment global sur la saison, c'est que je trouve que dans cet aspect du tir à 3 points, il n'a pas forcément assez apporté. On avait peut-être aussi au début de la saison le biais Gauthier-Denis parce qu'on avait un petit peu l'impression qu'il lui prenait la place et que... Mais en réalité, c'est le cas. Après, je Hmm, pense quand même que Sébastien Herrera est meilleur que Gauthier Denis, s'il faut dire les oui, termes. ah Voilà. oui, non mais bien sûr, rien qu'au niveau du fait qu'il peut porter la balle, un peu plus driver, se balader avec à travers les écrans avec le ballon. Rien qu'à ce niveau-là, oui, il était meilleur que Gauthier Denis. Mais voilà, on avait aussi peut-être ce biais-là sur le fait qu'on se serait dit que voilà, il apportait peut-être pas forcément suffisamment, ou peut-être que d'autres joueurs aussi apportaient ce qu'il faisait également. Donc voilà, c'est vrai que on fait on va dire une bonne saison. C'est peut-être l'un des joueurs qui a voilà, il n'a peut-être pas lui augmenté drastiquement sa cote pour le coup, mais voilà, il a fait une saison ok et peut-être qu'on a vu entre guillemets ses limites à ce niveau-là. Au niveau, je pense que c'est un joueur, un bon joueur d'Eurocup, de champion de France, peut-être pas pour viser un niveau Euroleague ou alors vraiment en fond de rotation. Voilà, on était sur les extérieurs. Maintenant, on va un petit peu basculer à l'intérieur. On a rassemblé évidemment le duo Len Kratzer, Michael Kessens pour finir un petit peu voilà, sur ces joueurs venus de Beaune. Et c'est intéressant à cibler pour également voilà, concentrer un petit peu le secteur intérieur de Paris parce que ça a été l'une
la seule faiblesse, on va le dire quand même, du jeu parisien. Pour le coup, des joueurs de devoir qui forcément n'avaient pas forcément beaucoup le ballon en main du fait de la construction de l'effectif de Thomas Cizalo, beaucoup axé sur les extérieurs, des joueurs qui ont pu nous frustrer, qui ont répondu présent sur le terrain malgré tout au niveau, qui ont été peu blessés. Alors surtout Leon Kratzer, un petit peu plus de soucis de santé pour Michael Kessens, mais on peut peut-être en parler ensemble de leur saison à deux, parce que quand même, elle se ressemble peu ou prou au niveau de l'impact global qu'ils ont eu sur l'équipe. Mais qu'est-ce que toi, tu as pensé de l'impact des deux pivots de métier du Paris Basketball cette saison, Leon Kratzer et Michael Kessens? Alors, je connais pas leur impact dans la vie de groupe. Donc, je sais pas vraiment ce qu'ils apportent. Mais moi, ce que je vois sur le terrain, de grands mystères. J'avoue. Euh, bon, je vais commencer par Léon. Léon a été titulaire toute la saison et c'était assez logique parce quand On t'as l'a un vu joueur sur le aussi. dernier match. Pourquoi c'était logique? Ouais, ouais, moins 40. Et que Mamadou a été passé pour chaque. Euh, mais bah, Leon Kratzer a donc été titulaire à tous les matchs de la saison, sauf un, le dernier. Et en fait, tu avais besoin de ce genre de profil d'un grand intérieur parce que bah, tu as des joueurs très petits sur les extérieurs, tu as besoin de leur faire des bons écrans, de leur faire de la place, etc. Et en défense, bah, tu te fais complètement torpiller si tu n'as pas un grand à l'intérieur, au moins un grand, et c'est le seul joueur de plus de 2,10 m dans l'équipe. Maintenant, peut-être que son impact, peut-être que le profil était le bon, c'est-à-dire un joueur qui Hmm. va te faire des allers-retours, qui te pose des écrans et qui va défendre sur le pivot adverse. Globalement, c'est peut-être qu'on lui a demandé toute la saison. Il l'a fait, sauf que bah, pour moi, il a un gros problème, Leon Kratzer, c'est il n'est pas capable de finir au cercle et il fait des fautes. Et il fait beaucoup de fautes et dans la construction d'effectifs qui était celle du Paris Basketball, si Leon Kratzer fait des fautes, tu te trouves très rapidement dans une situation délicate où tu vas avoir des difficultés à défendre parce que tu n'as pas d'autres grands capables de jouer 5 contre des 5 de très haut niveau. Ou tout simplement de haut niveau qui ont un peu de viande et qui sont capables d'enfoncer. Donc j'ai trouvé globalement sa saison euh, suffisante parce que tu prends le titre, mais alors en attaque, tu te prives vraiment trop d'une option en fait quand il est sur le terrain parce qu'il est pas capable trop de finir à l'intérieur. Il n'a pas des mains. S'il va chercher des lancers, il les met pas. Il a 39% au lancer franc sur la saison. Moi, je trouve que voilà, j'ai pas trop aimé. Et du Michael Kessens, j'ai été peut-être plus conciliant en début de saison. Il y avait il était capable de s'intégrer dans des systèmes offensifs où il était un peu au centre. On lui donnait le ballon, il était capable de trouver un joueur en ligne de fond. Euh, il a un peu de main, mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure que la saison a avancé, on a vu des lacunes des deux côtés du terrain, mais surtout offensives, avec beaucoup de pertes de balles, je trouve, par rapport au peu de ballons qu'il avait, hein, parce il perd 1,5 ballons par match en jouant 14 minutes. Comme tu disais tout à l'heure, TJ Short, il en perd 1,7. Hein. Donc par rapport à son usage, pour moi, il y a un gros souci là-dessus, et c'est le gros point noir de la saison de Michael Kessen, c'est les ballons perdus. Il était très vite trappé parce qu'il était très lisible dans son jeu offensivement. Et au fur et à mesure, ses minutes ont baissé pour essayer de trouver d'autres solutions sur le poste 4, 4-5. Euh, voilà, je sais pas, toi, je donne beaucoup de choses négatives, même s'ils font quand même partie d'une équipe championne. Toi, qu'est-ce que tu as peut-être des choses positives J'ai ou envie pas? de dire que quand tu parlais justement de profil pour cette équipe par rapport à Leon Kratzer, je trouve que c'est totalement juste. Il fallait, comme tu le disais, un joueur qui fait des allers-retours, qui peut protéger le cercle et qui, de temps en temps, va te mettre quelques points à l'intérieur. Euh, comment dire, quand même, Leon Kratzer, au final, je pense que c'est un joueur dont c'est vraiment quand il n'est pas là qu'on sent son manque. Et c'est pour ça que je soulignais justement ce dernier match contre Monaco où Thomas Cizalo fait le choix de le laisser en civil pour privilégier Colin Malcolm et jouer un jeu plus petit, essayer de perturber Monaco. Bref, ça n'a pas fonctionné parce que c'était le seul intérieur avec de la viande, comme on peut dire, vraiment du répondant à pas forcément l'intérieur athlétique qui saute partout, mais l'intérieur duromal qui est solide sur les appuis et qui, bah, mine de rien,
mine de rien, il a quand même une force de dissuasion au cercle parce qu'il est grand, parce que quand il lève les bras, quand même, il a de l'envergure. Et voilà, et il va au contact. Donc forcément, il va faire des fautes, mais ça freine aussi peut-être potentiellement certaines de temps en temps les arrières à venir se rendre au cercle. Vraiment la seule frustration que j'ai eue avec lui, parce que ça se voyait qu'il avait pas de main, mais c'est vraiment l'adresse au lancer franc, tu l'as dit, 38%, c'est vraiment pas possible. Ça, pour le coup, quand t'es joueur professionnel, il faut au moins être à 50%, c'est un strict minimum. Mais en fait, surtout quand je voyais l'attitude de Tuomas Isalo vis-à-vis de lui, qui ne s'énervait quasiment jamais, même quand il prenait des fautes rapidement, et ça s'est vu face à la Lasvel, face à Monaco, face à des joueurs qui jouent beaucoup le 1 contre 1, il était en grande difficulté. Mais on a vraiment l'impression que ça faisait partie du plan de jeu, qu'il soit agressif, qu'il essaye de vraiment contester. Donc vis-à-vis de ça, j'ai presque envie de dire que j'ai pas envie d'être critique vis-à-vis de lui, même si vraiment, s'il veut un jour prétendre à jouer encore à un plus haut niveau, faut qu'il puisse rester sur le terrain parce que les séquences où il joue 1 minute 30 et voilà, il fait des allers-retours comme ça, c'est vraiment pas possible. Donc voilà, et pour aller sur Michael Kessen, je pense qu'il y a plus de frustration parce qu'on a l'impression qu'il y a plus de potentiel qui n'est qui n'aboutit pas. Tu le disais, les pertes de balles. Moi, je trouve que c'est un intérieur qui a des mains, mais au final, il n'a pas une efficacité diabolique. On le sent capable de tirer à longue distance, mais au final, il tire avec pas du tout d'efficacité, même si le volume également est très bas. Je trouve que autant Leon Kratzer, moi je suis plutôt satisfait de sa saison, autant Michael Kessen, j'ai vraiment une vraie déception, peut-être parce que j'avais un peu plus d'attentes autour de lui, notamment offensivement. Je pensais qu'il apporterait un petit peu plus en sortie de banc, qu'il y aurait potentiellement une alternance. Voilà, donc j'ai plus de frustration à ce niveau-là. Mais c'est vrai que pour le coup, on est assez critique aussi parce que je le disais, le jeu de Paris n'était pas du tout orienté sur ses intérieurs. Donc, entre guillemets, ça les mettait pas en valeur et Et, on voyait surtout leurs défauts. ouais, et heureusement que c'était pas orienté vers les intérieurs, hein. Et heureusement au final, parce que voilà, c'est quand même des joueurs d'un niveau, je dirais pas qu'ils ont pas le niveau Eurocup, notamment défensivement, ça allait notamment sur les schémas, mais c'est sûr qu'en attaque, ils ont pas, c'est pas des joueurs sur lesquels tu peux te reposer, pardon, pour construire ton attaque. Passons à la suite, on commence tout doucement, voilà, on a fait tous les joueurs de Beaune, voilà un bon chapitre de fait. J'ai intitulé un autre groupe au niveau des jolies surprises parce que c'est des joueurs auxquels on n'avait pas forcément beaucoup d'informations et qui ont fait pour le coup plutôt une bonne saison. Et continuons avec les intérieurs avec Mikael Jantunen que moi dans les petites notes pour préparer cet épisode j'ai qualifié de meilleur intérieur parisien de la saison, même si voilà c'est pas un pivot, c'est un ailier fort, mais il a, je trouve, un rare combo au niveau de joueurs intérieurs, à la fois de joueurs de devoir, de bagarreurs, je l'ai qualifié ainsi, et en même temps de redoutables snipers. 35% à 3 points sur la saison Betclic Elite, 8 sur 12 à 3 points sur les 3 jours en Leaders Cup, 46% à 3 points en playoff, 41% en Eurocup. Vraiment, Mikael Jantunen, je crois qu'une fois dans un podcast, on l'a qualifié de Stephen Curry, donc c'est peut-être pas pour rien. Mais voilà, moi j'ai vraiment apprécié ce combo à la fois de joueurs qui se donnent des deux côtés du parquet et qui en même temps est un redoutable tireur à 3 points, Fabien. Ouais, il redoutable tireur à 3 points, je pense que c'est sa qualité première de façon d'attaque. Un garçon qui maîtrisait très bien avec EJ Shorts le pick and pop. Mm. Et qu'il y avait une vraie régularité sur cet exercice entre les deux. Il se trouvait un peu les yeux fermés et c'était bah, une des solutions pour trouver un shooter libre pour TJ Shorts quand il drivait. C'est de trouver Mikael Jantunen, pardon, ouvert à 45 degrés généralement à gauche ou à droite. Les deux spots étaient des bons spots pour Mikael Jantunen. C'est vrai que c'est une très bonne surprise quand il arrive je crois qu'il vient d'Italie. Oui, Il joue à Trévise si je dis pas de ouais, c'est bêtises. ça. Il arrive un peu, bah voilà, nous on sait pas trop, on va se mentir, on n'a pas vu jouer Trévise l'année dernière. On a vu des highlights l'été pour voir un petit peu à quoi on avait affaire, quel type de joueur, etc.
C'est un garçon tu te dis, bon, c'est un Finlandais qui est pris par un coach finlandais. Il n'y a pas eu du tout de favoritisme, entre guillemets. Ce garçon a mérité sa place dans ce groupe Mm. très, très rapidement. Et toute la saison, globalement, était au niveau. Je trouve qu'il avait quand même de l'irrégularité, pas dans les matchs, mais d'un match à l'autre, pouvait complètement passer au travers. Ouais. Et j'avais l'impression que soit il était connecté mentalement, psychologiquement dans le match, et il te faisait le match qu'il devait faire, ou alors quand les jours où il était pas dedans, par contre, pour moi, c'était le pire joueur sur le terrain. Moi, c'est peut-être ça là, que je retiendrai en point négatif pour Mikael Jantunen, c'est que vraiment, il a des moments d'absence, des matchs d'absence, où tu comptes sur lui, et lui n'arrive pas à rendre ça. Euh, il va faire des fautes assez bêtes. Il va te mettre 0 tir, il va être même pour lui, ça va être difficile pour lui de se procurer des situations de tir où il peut scorer. Il y a eu ce genre de match. Par contre, euh, plus régulièrement quand même, il a eu des très bons matchs. Il a eu une régularité au tir à 3 points pour sa taille qui est vraiment bonne. Il finit à 36% à 3 points sur la saison, mais ça, on parle d'un poste 4 Enfin, franchement, j'ai vraiment beaucoup apprécié son profil. Et encore une fois, c'est pas pour rien qu'il a été. C'était Banjassi au début de saison qui était titulaire. Puis finalement, c'était Mikael Jantunen une grande partie de l'année. Et je pense très sincèrement que c'est parce qu'il a été capable de répéter régulièrement les bonnes performances et d'être le parfait poste 4 de cette équipe. C'est-à-dire un garçon capable de prendre un peu de rebond, offensif ou défensif, et de mettre du tir à 3 points. Là où bah, voilà, tu avais des joueurs qui étaient peut-être, en tout cas sur ces postes-là, pas forcément capables de s'écarter. C'est drôle parce que c'est là où on a un petit peu des avis légèrement différents. Jean, pardon. Moi, j'ai trouvé qu'il a fait une saison très constante et qu'il a progressé vraiment au fur et à mesure de la saison. On a vu son évolution. Moi, je le qualifie vraiment de pur role player parce qu'il est vraiment excellent dans certains aspects du jeu. Moi, je trouve en défense, au tir à 3 points. Et voilà, après, dans le reste, tu t'en parlais notamment, se créer des opportunités tir autres que derrière l'arc. C'est pas vraiment il n'a pas vraiment le jeu pour ça. Il est vraiment il dépend vraiment du collectif autour de lui pour avoir des opportunités. C'est vrai qu'en attaque, s'il mettait pas trop dedans à 3 points, il était un peu pas inutile parce qu'il écartait quand même les défenses. Mais voilà, il avait moins d'impact. Après, j'étais moins dur. Tu as vu plus de matchs aussi que moi, il faut le dire, toute la saison. Mais moins dur sur son irrégularité d'une rencontre à une autre. Moi, j'ai trouvé qu'il était plutôt toujours présent. Après, peut-être qu'il était présent dans, comment dire, dans le combat, dans l'intensité, mais qu'il faisait des erreurs. C'est possible, notamment en prenant un petit peu des fautes bêtes. Mais moi, je suis pour le coup très très positif sur sa saison et je pense qu'il peut vraiment, pour le coup, à chaque fois, on se projette un petit peu pour les joueurs. Je pense que c'est vraiment un joueur qui peut aspirer à l'Euroleague dans un rôle bien précis. Vraiment, c'était les forts qui s'écarte en sortie de banc, qui te met dedans à 3 points, qui t'apporte de la défense, mais pas plus, quoi. Mais qui pourra le faire très très bien avec des très bons pourcentages au tir et en étant positif en défense, que ce soit individuellement ou en défense d'équipe. Parlons, voilà. Allez, on va partir sur un autre joueur intérieur qui lui est arrivé, enfin intérieur, on va dire un ailier au jeu d'intérieur plutôt. C'est Justin Simons qui aura été pour le coup également une bonne surprise sur la fin de saison et trouvé remplaçant médical d'abord de Sébastien Herrera qui au final aura été signé toute la saison. Encore là un joueur que Thomas Cizalo connaissait bien. Alors il n'a pas joué avec lui, mais il jouait dans le championnat allemand en même temps que Thomas Cizalo. Il jouait à Ludwigsburg je crois, la saison dernière, ou il y a 2 saisons. C'était ça. Donc voilà, du mal au début, assez maladroit, mais une vraie belle surprise, je le disais sur la fin de saison, avec un vrai impact dans ce profil d'ailier, mais qui peut évoluer à l'intérieur. Flavien. Ouais, pour Simon, c'est vrai que les premières semaines où il rentre dans l'effectif à la place de Seba, on voit pas forcément un joueur avoir On une voit pas ce qu'il peut production. apporter de plus. Un peu. Ouais, mais en fait, enfin, il avait vraiment la tête d'un remplaçant médical qui allait partir. Peut-être, tu vois. Enfin, tu sais, Et on en a vraiment. connu à Paris.
mais tu sais, vraiment, ça sentait le joueur qui allait faire 2 mois et plier bagage après. Et je me souviens, comme beaucoup, d'avoir été plutôt surpris quand même par sa prolongation jusqu'à la fin de saison, quand Seba est revenu. Il y avait du coup une place d'Américain. euh, on était full déjà de base, il fallait donc faire un choix. Et on s'était retrouvé à se dire, bah voilà, on se rajoute un casse-tête supplémentaire pour Thiago Massidalo dans l'idée de toujours avoir un étranger qui va être en tribune. Euh, Ça semblait plutôt évident quand, à ce moment-là, que ce soit Justin Simon. Et ben, je peux vous dire que derrière, le jour où il mettait Justin Simon en tribune, moi j'étais vraiment énervé parce que c'est peut-être ouah, je sais pas, peut-être le coup de cœur un peu là de ce genre de joueur là dont on parle là, mais euh, quelle intensité, quelle justesse dans le jeu. Il sait tout faire, sauf shooter à 3 points. Si Antoine croit qu'il est capable d'en mettre, il est capable, mais pas avec régularité, quoi. Mais vraiment, vraiment fabuleux, fabuleux joueur de par l'intensité qu'il met défensivement, offensivement. Il est fort sur transition. Il fait que des bons choix. Il s'est fondu dans le collectif d'un coup et d'un seul. Peut-être juste au moment où il y a eu la Leaders Cup, là, sur la grosse série de victoires, il a été capable de passer un step. Il avait déjà été très bon contre Monaco. Il était là dans les grands rendez-vous. Il était présent. Je crois pas avoir de mauvaises choses à dire de sa saison à Justin Simon, à part que j'aimerais bien le voir encore du coup dans l'effectif parisien, tellement j'ai été impressionné et ravi de sa saison. Euh, on aimerait le voir avec un peu plus de justesse voilà, dans les mains. Un garçon qui a pas trop de mains et qui l'a montré notamment sur son pourcentage au lancer franc, il est à 60%. Par contre, bah, tout le reste, chapeau. Ah, c'est vrai que moi j'étais assez critique sur lui du temps de sa pige quasiment et pareil surpris qu'il soit prolongé mais au final ça a été ça a été plutôt une bonne chose pour Paris avec le nombre de matchs qui s'accumulaient. Ça a permis de faire tourner au final. Il y avait un petit peu une rotation dans les joueurs qu'on mettait sur le banc, même si enfin qu'on mettait en civil, pardon, même si au début ça a beaucoup été lui, mais après au fur et à mesure de ses prestations, il a été de plus en plus voilà, indispensable, on va dire, parce que tous les tirs qu'il loupait près du cercle à son arrivée, les transitions mal gérées, moi je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce joueur, entre guillemets, qui met pas dans de loin et qui, quand les opportunités qu'il se crée de par son physique et ses qualités athlétiques, ben, il ne les convertissait pas non plus. Mais on a vu sur la fin de saison qu'il a été capable et comme tu le disais, son impact physique a été décisif dans les grosses rencontres. Vraiment, il a souvent été présent sur les rencontres de haut niveau. Là, sur la fin de saison, toujours face à Monaco, il a fait des grosses rencontres. Il a justement pu répondre à l'impact physique que pouvaient mettre les Monégasques, qui avaient une équipe pour le coup très, très athlétique. Il a été un bon élément là-dedans. Je dirais peut-être pas jusqu'à dire que je voudrais le revoir avec Paris en Euroleague, mais c'est vrai que ça a été une des très belles surprises de la saison et comme quoi ne pas forcément juger, et ça c'est un enseignement pour moi, mais même peut-être pour tout le monde globalement, de ne pas juger trop vite un joueur qui s'intègre dans un collectif déjà bien huilé, c'est vraiment pas évident. Et alors que même, je pense que comment dire, Thomas Isolo savait un petit peu comment l'utiliser. C'est vrai qu'il faut voilà, forcément une période d'adaptation quand tu n'as pas fait l'intersaison avec l'équipe pour s'assimiler les systèmes et tout simplement toi te faire à tes nouveaux coéquipiers. Donc vraiment très belle surprise Bah, Justin Simon. surtout que c'est un joueur de collectif, Justin Simon, hein. Oui, il C'est dépend, un, ouais, ouais, carrément. il dépend du collectif. C'est pas lui qui va se créer ses tirs, c'est pas lui qui va se créer des opportunités. En tout cas, pas sur jeu placé, etc. Mais tu le mets dans le système, il rentre dans le système. Mais il lui faut du temps. C'est un garçon, moi je suis persuadé que s'il avait été là dès la reprise au mois d'août, en réalité, dès le mois d'octobre, il était prêt pour jouer au niveau à laquelle on l'a vu sur la saison. Mm. C'est bien possible. Et bah, passons à notre dernière, on va dire, belle surprise de ce petit joli groupe. C'est Mehdi Nguama. Lui non plus ne faisait pas partie. Alors, si, il faisait un petit peu partie de l'intersaison du Paris Basketball. Il a fait la préparation, ou en tout cas une grande partie de la préparation avec le club parisien. Il n'avait pas été signé. Mais finalement, Thiago Massidalo l'avait rappelé début octobre. Et au final, il a quasiment fait toute la saison avec Paris. Voilà pour un petit peu augmenter la densité de l'effectif. Moi, je me suis noté
dans mes notes là que c'était un petit peu voilà, qu'il collait parfaitement au jeu de Thiago Massidalo et qui il avait un rôle qui lui sied parfaitement en sortie de banc, en une sorte d'energizer, je vais y arriver, derrière TJ Shorts et Nadir Rifi, avec de la régularité, ça fait de l'irrégularité justement, pardon, ça fait partie de son jeu, mais je pense qu'on peut juger la saison de Mehdi Ngoma de plutôt bonne facture, Flavien. Ouais, carrément. Carrément, mais dans le rôle qui lui sied très bien d'être troisième meneur avec des minutes contre des remplaçants globalement. Mais il a eu des moments chauds dans des matchs où nous on n'était pas forcément bien. Il a eu des moments très très froids, euh, certains, enfin assez souvent. Mais globalement, très bonne surprise. Déjà très bonne surprise pour lui d'avoir été intégré dans cette équipe, dans une équipe qui jouait l'Eurocup, dans une équipe qui a remporté l'Eurocup, qui a remporté la Leaders Cup, et il a pu avoir un impact. Je pense qu'il est, il a su trouver son rôle dans cette équipe. Thomas Suzalo a réussi à l'utiliser comme il fallait. Euh, mais moi, point noir que j'ai pas aimé de sa saison, mais qui s'est un peu gommé avec le temps parce qu'il y en a eu de moins en moins. Mais c'était sur les fins de match où c'est garbage time. Pour lui, c'était le coffre à ballon et il prenait tous les tirs qu'il avait envie. J'aimais pas trop les garbage time de Paris quand il faisait ça. À l'époque où il y avait des jeunes qui avaient le droit de jouer sur le terrain, mais ça c'est une autre époque. Donc voilà, c'était un peu le point que j'avais pas aimé, mais globalement très bonne saison pour Nguama dans son rôle. Bon, je doute qu'on le revoie l'année prochaine, mais il a fait la saison qu'on attendait de lui dans son rôle et avec une efficacité relativement bonne. Pas tout le temps, mais en tout cas voilà sur l'année. Il y a eu plus de bonnes choses que de mauvaises choses à dire sur la saison de Mehdi. Ouais, il a eu un gros coup de chaud, notamment à la Leaders Cup, le match, la demi-finale contre Monaco, où bah, dans la fin de match serré, il avait été bon, il avait inscrit 10 points sur cette partie. Mais ouais, sur ce que tu disais sur les fins de match avec Mehdi Ngoma, c'est des choses qu'on pouvait également voir pendant les matchs, quand il avait parfois tendance un petit peu à driver tête baissée vers le cercle. Mais malheureusement, c'était aussi ça fait partie de son jeu, ça, de vraiment de forcer, de pousser la balle en attaque et parfois un petit peu à outrance. Mais pour le coup, vu qu'il évoluait quasiment toujours avec soit TJ Shorts, soit Nadir Rifi, ça allait parce qu'il avait un joueur qui pouvait un petit peu porter la balle, un petit peu distribuer et lui avoir vraiment ce rôle de joueur bah voilà, qui pousse la balle, qui en attaque va vers le cercle et qui ne, on va dire, juste remonte la balle et après la passe au porteur de balle qui est d'un meilleur niveau à côté de lui et lui peut juste jouer ses 1 contre 1 entre guillemets et faire légèrement tourner la balle. Donc ouais, pour Mehdi Ngoma, je pense que c'était vraiment une très belle opportunité. Je pense que les deux parties se sont bien trouvées, à la fois Paris qui a trouvé un joueur en sortie de banc pour apporter un petit peu de scoring et en même temps pour lui pour bien relancer sa carrière et se faire une belle publicité dans la belle saison du Paris Basketball. On va aller très rapidement sur les derniers joueurs qu'il nous reste. On l'a pas forcément cité, Banjassi, parce que c'était un peu la caution, comment dire, efficace et en même temps discret du Paris Basketball. Du Paris Basketball cette saison, voilà, Amara qui a réussi à ramener son frère qui était au Metropolitans 92. Voilà, pour le coup, je pense qu'on n'avait pas d'énormes attentes autour de Banjassi, mais il a coché ce qu'on a, enfin, il a fait un petit peu ce qu'on attendait de lui, apporter de la défense, de la verticalité, un petit peu de tir à 3 points, même si bon, voilà, lui pour le coup, peut-être par rapport comme d'autres joueurs qu'on citait, comme un Tyson Ward qui a eu voilà, peut-être une fin de saison un peu plus difficile pardon que son début d'exercice et qui s'est fait un petit peu dépasser dans la rotation par d'autres joueurs. Ouais, oui, oui, oui. Oui, bah, c'est vrai que la saison de Banja, pour moi, elle est coupée en deux, clairement. T'as la première partie de saison qui va aller jusqu'à la Leaders Cup, je dirais, où il a un vrai rôle intégré. Même plus loin que ça, d'ailleurs, je pense même, jusqu'à la finale de l'Eurocup, hein, quasiment. Où il est intégré, il est titulaire en début de saison, il est dans un rôle où je le voyais faire des choses que je pensais pas qu'il était capable de faire avec autant d'efficacité. Euh, on va en gros pour résumer un peu son profil chez les Mets, un garçon qui jouait très à l'intérieur, qui pouvait on a, je pense, on a fait des cauchemars en tant que Parisien
d'un joueur qui nous avait roulé dessus, notamment à l'intérieur. Il ne met que des dunks, que des dunks, que des dunks. Et je suis en train de regarder là ses stats en même temps pour vous donner un peu là où je voulais en venir. C'est un garçon qui prenait moins d'un tir à 3 points par match. Et quand il arrive à Paris, on lui demande de s'écarter, de shooter. Et il l'a fait avec précision parce qu'il met un tir à 3 points par match en en tentant 2,3. Il a 44%, donc c'est le meilleur pourcentage au tir à 3 points d'un Parisien sur la saison en Betclic Elite. Banja était, pour moi, très surprenant parce qu'il a été capable de s'adapter aux consignes que Thomas Isalo avait pour lui et de le faire très bien et d'apporter du coup un peu de spacing alors que c'était pas ce sur quoi on l'attendait du tout. On l'attendait vraiment très à l'intérieur, très physique, très sous le cercle. C'est vraiment pas le joueur du tout qu'on a vu sur l'année. Et petit à petit, il a complètement disparu des rotations. Moi, je me pose vraiment la question de pourquoi. J'avoue, j'ai pas la réponse. Mais c'est un garçon qui est sorti du 5 au profit de Mikael Antunen. Et après, qui est passé derrière des garçons comme Simon, qui est passé derrière des garçons comme Michael Kessens et Enzo Charva en fin de saison. Donc là, j'avoue que je me pose beaucoup, beaucoup de questions. Et évidemment que quand il doit remplacer Leon Kratzer sur un match 4 de finale en ne jouant pas à son poste, ça ne pouvait que mal se passer. La dernière image n'est pas terrible qu'on a avec Banjassi. Par contre, sa saison, grande réussite. Si on m'avait dit à la fin de la saison qu'il se prendrait pour Steph Curry, ou, ou en tout cas qu'il avait autant travaillé sur son tir à 3 points et que c'était devenu une arme vraiment, vraiment létale avec ce niveau avec ce nombre de tentatives par match, j'aurais pas cru. Donc c'est une très belle surprise de la part de Banjassi sur la saison. Ouais, Banja qui avait été beaucoup utilisé dans le spot dunk pour un peu à l'image de Tyson Ward avec des mouvements off ball. Ça marchait beaucoup en début de saison. Après, forcément, les équipes se sont adaptées. Il y avait un petit peu moins de possibilités à ce niveau-là. Mais je corrobore un peu tout ce que tu dis. Peut-être pas aussi dithyrambique sur son tir à 3 points. Mais on va dire qu'au moins les défenses entre guillemets presque le respecter et c'est déjà un exploit. Franchement, c'est vraiment un truc qu'on n'aurait pas cru venant de lui. Il les prenait, il en mettait quelques-uns. Donc voilà, c'était positif pour Paris et c'est même pour Ah, lui. Voilà. quand même 44% à 3 points. Ouais, mais sur 2 tentatives, donc ça reste. Oui, Ouais, oui, je mais suis. ouais, mais c'est 2 tentatives de plus que quand il était au Mets. Oui, oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Avec un meilleur pourcentage, mais de loin, genre. Non, non, c'est clair. Et puis aussi, des fois, quand tu tentes aussi peu, c'est des fois dur dans. Comment dire, En c'est fait, avec. c'est surtout qu'il en mettait un à tous les matchs. En Oui, fait, c'est oui. ça il rentre, il shoot, ça rentre. Ah oui, oui, c'était pas forcément un shooter de série, mais c'est clair qu'il en mettait toujours un par match. Ça, c'est presque, il y avait Ah, une assurance à ce euh, niveau-là. Et tu vois, moi, ça m'a vraiment surpris par rapport au profil du joueur qu'on va chercher. Mm. Oui, oui, par rapport à l'image de lui qu'on avait en début de saison, qu'on s'en faisait, et au final, la manière dont il a évolué avec Paris, c'est sûr qu'à ce niveau-là, il nous a impressionné. Un joueur qu'on n'a pas beaucoup vu cette saison, mais on va forcément en parler parce que c'est le rescapé de l'histoire du Paris Basketball, c'est Gauthier Denis, qui forcément a été le joueur un petit peu sacrifié de cet effectif de Thomas Isalo, pardon. Il a un petit peu joué en début de saison, mais après il a complètement disparu des radars. Il a joué 25 rencontres en Betclic Elite, mais seulement pour 9 minutes de moyenne, 3,7 points par match sur les 25 rencontres qu'il a joué en championnat de France. Mais voilà une saison, pour Gauthier, on s'y attendait avec tous les joueurs venant de Beaune qu'il allait avoir une place très réduite dans la rotation. Ça a été le cas. Enfin, on peut dire même sur la seconde partie de saison, on ne le voyait plus du tout. C'est plutôt logique parce que c'était l'un des joueurs, notamment sur les lignes arrière, c'était le joueur avec le moins bon niveau, on va dire. Mais ça nous faisait un petit peu mal quand même de voir Gucci sur le banc. Lui, voilà, je le disais, l'un des premiers membres de l'histoire du Paris Basketball. Est-ce que tu as un petit mot à nous dire sur sa saison, Flavien? Ouais, pas évidente parce que quand le coach te dit dès le début de la saison, quoi qu'il arrive, j'ai confiance en Sébastien Herrera et Mm. même s'il est pas bon, je te ferai pas rentrer. Un peu difficile ce genre de phrase. Gauthier, il a totalement disparu et je
probablement fait la saison de trop dans ce club. Mais c'est pas de son fait, c'est vraiment aussi parce que tu as un coach qui a décidé de mettre tout ce qui venait de Paris dès la saison précédente un peu à la poubelle, hein, parce il restait que 3 personnes hein, globalement de l'équipe de l'année d'avant. C'était Gucci, donc on l'a dit, très peu de matchs, très peu de minutes, très peu d'impact. Mohamed Diawara, qui a été prêté, et Bienvenu Kindoki, qui était 8e assistant peut-être. Donc, il n'a pas dérogé à la règle, hein, Gucci, et les quelques rentrées qu'il a faites, il y en a qui se sont bien passées, mais on a beau le répéter depuis qu'on le connaît, garçon qui a besoin de rythme pour se mettre en jambes, et s'il n'a pas de rythme, il met pas de tir. Et s'il met pas de tir, c'est difficile pour lui d'être impactant dans une équipe. Il a largement le niveau pour jouer en Belgique Elite, peut-être le niveau pour jouer à ce niveau en Coupe d'Europe, en tout cas il l'avait l'année dernière. Euh, Faudrait le voir dans un autre contexte, je pense maintenant pour lui. Je pense que c'est assez clair que c'était sa dernière saison aussi dans le club. Et c'est dommage que ce soit que son aventure parisienne un peu se termine comme ça parce que on n'a rien vu quoi de Gauthier sur la Mm. saison. Ouais, je pense que c'est un petit peu la bonne définition pour Gauthier Denis, un petit peu la saison de trop, même si voilà, il a vécu évidemment les succès collectifs de Paris cette saison, et pour lui qui est voilà un des premiers Parisiens de la première heure, je pense que quand même ça a pu lui faire plaisir, même si voilà, j'espère en tout cas, comme tu disais, je pense qu'il a le niveau il a le niveau pour la Betclic Elite, reste à savoir dans une équipe, dans quelle partie de tableau entre guillemets. Mais voilà, on espère pour lui qu'il trouvera un nouveau projet en tout cas pour lui, qui lui sera bien. Un dernier mot, Flavien, on va les mettre ensemble sur les deux jeunes de l'équipe. Mohamed Diawara, Maxime Log. Bon, tu as déjà parlé un peu de mots, mais si tu peux un petit peu nous résumer leur saison et voilà l'impact ou non qu'ils ont pu avoir au sein de l'effectif de Toulouse Cizalo. Ouais, pour Mo ça a été compliqué pour lui parce que il aspirait à avoir une place en tant que joueur professionnel au Paris Basketball cette année. Et il a eu quelques minutes en début de saison où il n'est pas inintéressant du tout. Au contraire, je trouve qu'il avait des bonnes minutes qui fitaient plutôt bien dans l'effectif, mais il n'a pas eu la confiance du coach. Donc il a été rapidement mis sur le banc. Je trouve qu'il est peut-être resté un peu trop sur le banc pour son développement à lui. Et au final, il a été prêté à Poitiers en décembre, en janvier, décembre je crois. Et après, il a fini la saison là-bas, où ça s'est beaucoup mieux passé, où il était vraiment titulaire avec des ballons, mais si on en vient à son impact sur Paris, c'est très limité. Et pour Maxime Log, c'est encore plus limité. C'est un garçon qui venait avec un contrat aspirant, qui sortait de l'INSEP, qui a eu, je ne saurais pas dire le nombre de minutes qu'il a eu, mais elles sont très faibles. Il a surtout joué contre Lille, en fait, en Coupe de France, dans le fameux match où on avait envoyé les espoirs. Mais lui, il a surtout du coup joué en espoir, où il finit peut-être avec la meilleure ou deuxième meilleure évaluation du championnat. Mais si on parle de son impact chez les pros, c'est limité. Il a un panier en Eurocup. Vraiment, je ne saurais pas quoi dire sur Maxime, à part que euh, il n'a pas du tout fité aussi non plus avec le système Isalo. Et même globalement, il y avait des soucis à l'entraînement dès le début. Il est sorti vite de l'entraînement collectif des pros. Et bon, après, derrière, on l'a juste vu en espoir, quoi. Ouais, c'est clair. Et j'allais omettre Enzo Charvin dans Oh là nos, là. dans nos bilans individuels quand même, qui a eu, lui qui a eu l'un des rares, enfin le seul jeune joueur qui a eu un rôle dans l'effectif de Touma Cizalo, pour le coup, assez régulier au cours de la saison, des apparitions sur des courtes périodes, puis ensuite certaines disparitions également parce que voilà, pareil au niveau des entraînements, il n'était pas forcément exempt de tout reproche. Mais c'est dommage parce qu'on sent, en tout cas je pense que pour lui aussi, il faut partir de Paris et trouver un autre contexte, parce qu'on sent un joueur qui a quand même du potentiel, notamment au niveau de ses qualités athlétiques, et qui pourrait peser dans le championnat de France. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur sa saison et les courtes séquences, courtes périodes où on l'a quand même plutôt vu par moment à son avantage avec Paris. Ouais, moi, je l'avais trouvé déjà très intéressant à Pau, donc la saison dernière. Euh, la saison juste avant Paris où il avait trouvé un peu de. Il avait joué 33 matchs, mais il était en sortie de banc derrière Chicoco et apportait beaucoup d'impact, beaucoup de physicalité. Et c'est ce qu'on lui demande de toute façon quand tu vois le morceau.
C'est un peu pour ça que tu le recrutes. Le problème, c'est qu'à Paris, bah, il a pas eu la confiance du coach. Plus, il a pas été, du coup, comme tu l'as dit, exempt de tout reproche dans son exemplarité. Plus, il a eu des blessures. Alors, tu sais jamais, on n'a jamais vraiment su à quel moment il était blessé, à quel moment il était sanctionné, à quel moment le coach faisait la tête, à quel moment juste il avait pas envie de le faire jouer. Bref, il y a eu plein de moments dans la saison d'Enzo Charvin qui se sont déroulés en dehors du terrain. Et sur le terrain, moi j'ai trouvé, alors pas tout le temps, mais tu sens qu'il était peut-être un peu frustré de jamais jouer parce que quand il rentrait, il en mettait peut-être un peu trop. Et je dois dire que j'ai bien aimé ses playoffs. Quand il est entré sur le terrain, c'est contre l'Asvel où je crois qu'il a un match, un gros match. Mm. Et en fait, je veux en voir plus de ce garçon, tout simplement. Ouais. Sauf que on a été vraiment, on reste vraiment sur notre fin avec Enzo parce qu'on en a trop peu vu. Je me demandais même si on n'allait pas le prêter un moment parce il a du talent, donc il faut le faire jouer. Et peut-être que bah, si tu avais peut-être fait plus jouer Enzo Charvin, t'aurais pas été dans la galère dans laquelle tu as été pour à l'intérieur en finale. En tout cas, je dis pas que Enzo Charvin était le joueur qui allait stopper Monaco, mais bah, quand tu avais la solution Kratzer que tu ne voulais plus, pourquoi ne pas tenter Enzo plutôt que Banjassi? Je pense que ça aurait peut-être été plus logique. Et c'est un garçon je lui souhaite d'avoir des minutes peut-être ailleurs parce qu'il ne le retrouvera pas à Paris avec la montée en Euroleague. Euh, et surtout qu'il est signé 3 ans à Paris. Donc il faut absolument que ce garçon joue pour se développer. Il est encore jeune, mais là, faut jouer. Ouais, c'est vrai que voilà, on est plutôt positif avec lui sur les séquences où il était sur le terrain, mais c'est vrai que si aussi voilà le coach était un petit peu lugubre à la fois sur les blessures, sur le fait de ne pas l'utiliser, c'est peut-être qu'aussi il y avait des raisons hors terrain qui pouvaient et puis au niveau peut-être au niveau aussi de sa régularité, peut-être que le coach avait des doutes et c'est légitime. C'est un jeune joueur qui pour l'instant n'a voilà, il avait pas mal joué au niveau de sa saison à l'élan béarnais, mais à Paris, avec les exigences que demandait le coach finlandais, il y avait encore un petit peu, peut-être certains doutes. Mais c'est pour ça que je pense que dans un autre contexte, il peut peser, en tout cas en Betclic Elite, s'il fait preuve de constance de semaine en semaine. Voilà, on va tout doucement glisser. 1h17 de podcast. On balaye très facilement l'heure 8 d'Antoine et de Théo. Donc voilà, c'était sûr. En fait, heureusement qu'on avait dit qu'on partait sur 45 minutes, mais c'était sûr qu'on allait, Le double. voilà, après quasiment le double. Ouais, c'était sûr qu'on allait quasiment digresser. Donc voilà, c'est comme ça que se termine nos bilans de la saison, de l'exceptionnelle saison du Paris Basketball 2023-2024. Il faut bien la garder en mémoire parce qu'elle ne risque pas d'arriver de sitôt. Ça c'est clair, notamment avec. Alors voilà, on va connaître d'autres réjouissances, l'arrivée en Euroleague, mais on ne devrait pas connaître autant de succès, ça c'est sûr. Et puis les rumeurs actuelles, Voilà, voilà. voilà. Bon, on peut les évoquer rapidement. C'est sûr que Thomas Isalo en partance pour la NBA. Et on l'a dit, bah, beaucoup de joueurs ont fait d'excellentes saisons à Paris. Donc forcément, ça va attirer les convoitises d'autres équipes et l'effectif parisien, tout compris, même son staff, pourrait avoir un bien autre visage pour on va entamer un nouveau chapitre de son histoire avec l'entrée en Euroleague qui a été officialisée par la voix de son président, David Kahn, qui s'est exprimé dans l'équipe en début de semaine quand on enregistre ce podcast. Donc voilà, Paris sera bien en Euroleague et aura donc d'autres aspirations pour la saison à venir, pour les années à venir. Donc voilà, ce sera intéressant de voir comment Paris va construire la suite au sortir de cette exceptionnelle saison du club parisien. Voilà, comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, @ParisB-Honor sur Twitter, ParisBibolonaire sur Instagram. Voilà, le bilan collectif, on l'a dit, est déjà sorti depuis quelques jours. N'hésitez pas à aller l'écouter, peu importe l'ordre, c'est complémentaire, évidemment. Donc voilà, merci Flavien d'avoir été avec moi pour ce bilan individuel et on vous souhaite une très bonne journée, soirée, voilà, peu importe quand vous écoutez. Voilà, merci à vous de nous suivre. Merci Flavien. Bye bye. Allez, ciao, ciao.